L'humain, dans sa volonté de toujours expliquer son apparition, a conçu un outil qu'on appelle l'échelle des temps géologiques, qui regroupe toutes les informations de la formation de la Terre jusqu'à maintenant, en prenant en considération soit les parties géologiques, donc au niveau de la formation de la Terre, ou pour les parties des vivants, quand est-ce qu'ils sont apparus. Il existe, selon les manuels, les sites Internet, différentes variantes au niveau de la terminologie, mais vous retrouverez toujours les termes ère, éon, période pour les événements marquants. Donc, c'est vraiment une classification en fonction des événements, mais des fois, les termes vont changer un petit peu. L'échelle des temps géologiques se divise en 4 grandes parties qu'on appelle des éons, qui eux-mêmes vont se diviser en ères. Les 3 dernières seulement vont se diviser en ères. Et ensuite, chaque ère va se diviser en périodes. Nous allons maintenant remonter à travers chacune de ces parties pour voir ce qui les caractérise. Au tout début de la formation de la Terre, il y a 4600 millions d'années, nous avions ce qu'on appelle le phénomène d'accrétion. Toutes les particules de l'univers se regroupaient ensemble pour former différents astres, que ce soit planètes, étoiles. Et il y a eu donc, il y a 4,6 milliards d'années, la formation de la Terre. D'autres planètes se sont formées avant ou après nous. Le précambrien était donc le moment de formation de la Terre où il n'y avait pas vraiment encore de vie sur Terre. Cette partie de l'histoire de la Terre est surtout représentée par des très grandes variations de température, puisqu'au départ, il faisait extrêmement chaud lorsque les particules se sont rapprochées, et tranquillement, la température a diminué. La fin du précambrien est marquée par un événement très marquant, soit l'apparition de la vie. On s'entend que c'était une vie très primitive, des bactéries à corps mou qui n'ont laissé aucune trace. Et on remarque qu'il y avait un seul continent qui était surtout dans l'hémisphère sud et même au pôle sud du globe. La première forme de vie qu'on a pu observer s'appelle des stromatolites, qui sont en fait des algues vertes et des algues bleues qui ont au départ généré de l'oxygène il y a environ 3,8 milliards d'années. Comme l'atmosphère primitive était faite surtout de dioxyde de carbone, d'ammoniac, de méthane et d'eau, les premières bactéries unicellulaires ne prenaient pas l'oxygène pour se développer. Ils étaient donc anaérobiques, mais tranquillement, certaines ont commencé à faire de la photosynthèse et à produire du dioxygène, ce qui a fait en sorte que ça a modifié la composition de l'atmosphère et permis donc l'utilisation du dioxygène pour que les unicellulaires commencent à faire plus de photosynthèse, et le processus de photosynthèse et de respiration cellulaire s'est enclenché pour développer le règne animal qui marque le début de la prochaine ère et la fin du précambrien. Nous remarquons sur l'échelle des temps géologiques que le précambrien occupe un espace très long par rapport aux autres ères et que les événements importants du précambrien, c'est vraiment la formation de la Terre ainsi que l'apparition des premiers types de vie. Ensuite, si nous allons dans le Paléozoïque, qui est la deuxième ère qui a marqué l'histoire, on y retrouve une explosion de la vie marine et des végétaux. Vous remarquerez tout le long de l'explication que chaque fois qu'on change de période ou d'ère, c'est parce qu'il y a un événement marquant comme une extinction ou une apparition marquée. Le Cambrien, qui veut justement dire qu'il y a de la vie qui commence à exploser, est la première période du Paléozoïque, dans laquelle on retrouve bien sûr des invertébrés à coquilles. Donc, c'est les premières traces de vie qui sont restées marquées dans le sol grâce aux fossiles. Et nous remarquons également que les continents commencent à dériver de chaque côté. Et on a un premier petit continent qui se libère des autres, qu'on appelle le Laurentia. Vous allez remarquer que le Québec se situe justement dans le Laurentia, et c'est pas pour rien qu'on parle des Laurentides. L'Ordovicien, deuxième période du Paléozoïque, est marqué par l'apparition de poissons dans les océans, donc un type de vie quand même plus complexe que les cellules et les plantes. Et on remarque également qu'il y a une colonisation de la terre ferme par les plantes au niveau du système racinaire. On a retrouvé les premiers fossiles de trilobites
à Miguacha, donc en Gaspésie, qui indique qu'ils ont été à peu près vivants dans le temps de l'Ordovicien. La fin de l'Ordovicien est marquée par une extinction d'environ 50% des espèces vivantes à ce moment. Le Silurien, troisième période du Paléozoïque, est marqué par un déplacement des continents. On a tranquillement le Laurasia qui se forme comme méga-continent et la formation des Appalaches également. On remarque qu'il y a beaucoup de calottes glaciaires qui ont disparu, donc ça a fait en sorte que les animaux avaient de la place pour aller sortir, marcher sur les continents, marcher étant un grand mot, et la faune s'est diversifiée encore une fois. On y retrouvait les premiers scorpions géants qui sont sortis de mer pour aller sur le continent. Lors du Dévonien, nous avons remarqué qu'il y avait plusieurs amphibiens qui avaient pris place sur le continent et on reconnaissait tranquillement Laurentia, les Laurentides qui se formaient, ainsi que Baltica, qui est un autre continent qui se déplaçait. Donc, on voit la dérive des continents. Le Carbonifère est marqué par l'apparition de premiers grands reptiles, mais surtout des premiers arbres de grande taille. Ces arbres de grande taille, nous remarquons leur apparition massive lors du Carbonifère, puisqu'au départ, il n'y avait que très peu de végétaux terrestres. Tranquillement, il y a eu des petites plantes à croissance verticale qui ont acquis une certaine stature. Au Dévonien, on parlait plus de fougères qui se formaient. Et au Carbonifère, vraiment les conifères avec une structure lignifère plus massive. Lors de la décomposition de ces grands végétaux, nous avons remarqué tranquillement que ça a formé différentes couches de sol qui ont permis d'avoir des grandes quantités de débris végétaux. Et ces grandes quantités de débris, suite à l'enterrement, la pression, la chaleur, ça a fini par former de la lignite ou en fait le fameux charbon, pétrole, gaz naturel qu'on est capable d'aller prélever. On va le prélever dans le sol qui date du Carbonifère, d'où le nom Carbonifère pour cette période marquante de l'histoire. Le Carbonifère est également marqué par son moment dans l'histoire où on a réussi à capter beaucoup de CO2 dans l'air puisqu'il y avait beaucoup de végétaux, mais ces végétaux ayant emmagasiné ce CO2-là lorsque ça s'est formé, maintenant, lorsqu'on réutilise ces différentes substances produites lors du Carbonifère, on relâche maintenant le CO2 et ça produit dans l'atmosphère les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Finalement, pour terminer le Paléozoïque, nous avons le Permien, dans lequel on a eu la plus grande extinction massive d'espèces de l'histoire. 96% des espèces marines à cette époque, ainsi que 75% des espèces terrestres de l'époque sont disparues. Et ça, on parle autant au niveau végétal qu'animal. Cette grande extinction massive marque la fin du Paléozoïque et le début d'un ère nouveau avec l'apparition d'une autre espèce très marquante. Nous remarquons donc que la fin du Paléozoïque est marquée par une extinction de presque l'entièreté des vivants, ce qui a marqué la biodiversité et ainsi fait une coupure dans l'histoire des temps géologiques, soit la différence entre le Paléozoïque et le Mésozoïque. Le Mésozoïque se sépare en 3 périodes qui sont marquées par l'apparition des dinosaures. Dans le Trias, première période du Mésozoïque, on remarque l'apparition des dinosaures qui prennent le dessus dans la biodiversité, mais il y a également des petits mammifères de présent. On remarque quand même également qu'au niveau de la Pangée, c'est le continent qui se développe beaucoup plus central sur le globe, fait en sorte que les conditions climatiques sont quand même très arides pour les différents vivants. Lors de la période du Jurassique, on remarque une multiplication des dinosaures, d'où le fameux film Jurassic Park qui est justement en l'honneur de la période du Jurassique. On remarque également l'apparition des oiseaux qui ont évolué peut-être de certains dinosaures. Et on voit tranquillement la fragmentation des continents qui se produit. Finalement, pour le Mésozoïque, il y a le Crétacé, qui est sa dernière période, qui est marquée par l'apparition des plantes à fleurs. On remarque également que le Crétacé est marqué à la toute fin, il y a 65 millions d'années, par l'extinction massive des dinosaures et de 75% des espèces vivantes sur Terre en même temps.
L'extinction massive des dinosaures met fin à l'ère du Mésozoïque et fait place au Cénozoïque, l'ère dans laquelle nous vivons actuellement. Le Paléogène, première période du Cénozoïque, nouvelle ère, donc est marquée par la diversification et la domination des mammifères, comme les primates, les ruminants, les premiers singes lors du Paléogène. La période du Quaternaire, la période dans laquelle nous vivons, est marquée par des différents phénomènes climatiques, par des cycles de glaciation, de réchauffement. Présentement, nous serions dans un phénomène de réchauffement climatique, mais on remarque dans l'histoire de la Terre qu'il y a eu d'autres moments où il y a eu des réchauffements climatiques. Ce qu'on remarque au Quaternaire, c'est que les réchauffements deviennent de plus en plus fréquents, de plus en plus rapprochés. L'homme, essayant de toujours tout expliquer, s'est amusé à représenter sur une échelle de 24 heures l'histoire de la Terre qui a plus de 4,6 milliards d'années. Donc, dans les 12 premières heures, nous étions toujours dans le précambrien et encore jusqu'à 21 heures dans le précambrien avec différents éons marquant du précambrien. Vers 21 heures, on est rentré dans l'ère du Paléozoïque avec les 6 premières périodes du Cambrien jusqu'au Permien, pour arriver vers 10 heures seulement, 10-11 heures, l'apparition des dinosaures et le tertiaire quaternaire qui sont notre ère géologique. Ça fait seulement 17 secondes sur une échelle de 24 heures qu'on est dans le quaternaire et seulement 4 secondes pour que l'humain apparaisse. L'histoire de la Terre a donc été marquée par 5 grandes extinctions des espèces vivantes. Les 2 plus importantes ont marqué la fin du Paléozoïque, soit le Permien, et la fin du Mésozoïque lors du Crétacé, avec plus de 75% des espèces vivantes, de la biodiversité qui a disparu. D'autres extinctions ont été marquantes, 2 dans le Paléozoïque et 1 dans le Mésozoïque, mais qui représentent quand même 50 à 60% de la biodiversité qui a disparu. Les différentes extinctions peuvent avoir des causes différentes, c'est-à-dire que c'est souvent suite à un effet domino d'un événement qui en a amené un autre, qui a fait en sorte que la biodiversité a perdu sa place sur Terre. C'est-à-dire qu'il y aurait pu y avoir une tectonique des plaques. Donc, si les plaques bougent et changent d'emplacement sur le globe, veut pas, ça n'a pas le même effet au niveau du climat. Donc, soit il y a eu réchauffement ou refroidissement, ce qui entraînait donc un changement de température pour le vivant qui n'était pas capable de s'adapter. Donc, ça peut avoir entraîné une disparition. S'il y a eu une glaciation, donc avec un refroidissement très, très intense, les vivants n'ont pas pu survivre. Également, s'il y a eu élévation du CO2 dans l'air parce qu'il y avait moins d'espèces végétales pour faire de la photosynthèse, ça a pu faire en sorte que les végétaux n'ont pas pu faire leur rôle et faire en sorte que les animaux n'avaient pas la quantité d'oxygène pour respirer. Également, peut y avoir eu une activité volcanique très intense qui fait en sorte que ça a créé un réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique-là peut également avoir caché une partie du soleil à cause des nuages de cendres. Donc, veut pas, plus de lumière accessible du soleil. Donc, les végétaux ont de la misère à faire de la photosynthèse. Et il y aurait aussi le sursaut de gamma, qui est une explosion d'étoiles qui aurait potentiellement émis des radiations assez énergétiques pour détruire une partie de la couche d'ozone puis modifier le climat. Il peut y avoir l'impact d'un météorite, le fameux cratère du Yucatan, qui aurait potentiellement marqué la fin du Mésozoïque et la disparition des dinosaures. Donc, cet impact-là aurait créé un bouleversement au niveau climatique, élévation du CO2 et créé tous ces effets qui auraient pu entraîner des extinctions. Avec tout ce que vous venez d'entendre aujourd'hui dans cette capsule, vous devez vous questionner quand aura lieu la prochaine extinction massive. Qui sera touché par cette extinction? Comment se produira-t-il? Personne ne sait lire l'avenir, mais on peut quand même être capable d'analyser comment ça s'est passé dans le passé pour être capable d'avoir une idée comment s'y adapter dans le futur.